Ok. Bonjour, je m'appelle Marie Genevier, je suis hydrogéologue au BRGM depuis 10 ans. Pendant 9 ans, j'étais au BRGM de Corse et depuis 1 an, je suis à Marseille où je travaille donc depuis 1 an sur le projet Concerto. Mon travail au quotidien est de gérer des projets qui visent à améliorer la connaissance et la compréhension du fonctionnement des aquifères, surtout sur les aspects quantitatifs, mais également sur des aspects qualitatifs. Et je travaille en particulier avec les partenaires publics. Les études qu'on réalise sont surtout orientées appui aux politiques publiques, donc avec les différents niveaux qui existent en France autour de la gestion de la ressource en eau. Bonjour, je m'appelle Alexander Nori, je suis hydrogéologue et responsable de la direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur du bureau de recherche géologique et minière. Quels sont, selon vous, les usages et secteurs économiques principaux de la partie française du bassin versant de la Roya? Selon vous, quels sont les effets les plus importants et les plus néfastes du changement climatique? Les effets les plus importants du changement climatique sur la ressource en eau sur le territoire comme celui du bassin, ça va être un allongement des étiages, donc des périodes de sécheresse qui vont durer plus longtemps, et comme on l'a vu là au début du mois d'octobre, une accentuation des phénomènes extrêmes. Donc ces phénomènes extrêmes peuvent inclure donc les sécheresses, mais ça peut inclure aussi des crues éclairs. Donc on le voit actuellement, ça a un impact, ça peut avoir un impact donc de destruction directement sur le milieu physique, mais ça peut avoir des impacts totalement inédits, et c'est ce que l'on est en train de vivre en ce moment. Donc on voit que la crue de la rivière a généré une modification des échanges entre la nappe qui se situe donc tout à fait à l'aval de la rivière à Vintimille. Une modification donc des échanges entre la rivière et la nappe. Donc on a un gros défaut d'alimentation de la nappe par la rivière, ce qui fait qu'il y a des gros soucis d'exploitation des puits qui sont situés qui prélèvent l'eau de la nappe actuellement et qui alimentent donc et les Français et les Italiens. Donc on a ce gros problème direct. Donc l'impact du changement climatique, il se retrouve à tous les que ce soit sur des événements extrêmes d'hiver, mais aussi sur des événements extrêmes d'été. Voilà. Oui, donc comme on l'a déjà dit, hein, même si on n'est vraiment pas des experts au niveau de la connaissance socio-économique du bassin de la Roya, c'est très clair que l'activité principale dans cette région et ces territoires montagneux, c'est le tourisme, mais également de l'artisanat local et une agriculture extensive, mais également la production d'électricité. Donc si on prend l'ensemble de ces acteurs-là, l'impact du changement climatique, tel que décrit par Marie précédemment, aujourd'hui, on le voit bien au travers d'une répartition de régimes de pluie qui est variée, des phénomènes extrêmes, effectivement, qui sont plus réguliers. Du coup, on a une disponibilité de la ressource en eau qui n'est plus la même qu'auparavant. On a des bonifications de la répartition de l'eau disponible. Au niveau de l'eau souterraine, on est essentiellement en présence de nappes alluviales. Il n'y a pas de grandes nappes sédimentaires comme on peut avoir dans les grands bassins. Les massifs montagneux au niveau géologie, c'est très complexe. Il y a beaucoup de structures, beaucoup de fractures, beaucoup de roches très variées. Donc on n'a pas des gros réservoirs dans lesquels on a des aquifères de grande envergure. Et ces nappes alluviales sont les premières impactées par des modifications justement de régime de pluie. Elles vont réagir un peu comme des eaux de surface, même s'il y a quand même un tampon et un certain lissage qui se fait par le biais des alluvions. Donc très clairement, les impacts
pour EDF, c'est également la gestion des barrages et de leur installation face à des épisodes extrêmes. Pour l'eau potable, c'est justement des modifications dans la disponibilité de la ressource en eau pour les réseaux qui utilisent soit les eaux de surface directement, soit les nappes alluviales. Donc on a un certain nombre déjà d'impacts qui sont identifiés et de problématiques qui vont apparaître, qui apparaissent déjà aujourd'hui. Hein, on l'a très bien vu au travers de la tempête Alex et qui risquent d'être plus réguliers dans le futur. Comme le problème des pénuries d'eau et d'instabilité hydrogéologique face au changement climatique sont-ils abordés dans la partie française du bassin versant de la Roya, mais j'ajoute en France, notamment l'agence d'eau, de l'eau par exemple, c'est un acteur à évoquer, j'imagine. Quelles sont les bases, les informations pertinentes, statistiques et non statistiques, utilisées à ce jour pour résoudre ces problèmes? Selon vous, quelles sont les bases et les informations statistiques et autres souhaitables à être utilisées à l'avenir? Alors, les moyens, en tous les cas, les politiques mises en œuvre côté français pour essayer de lutter ou de se préparer à l'impact du changement climatique, donc vis-à-vis justement de la politique des agences de l'eau, c'est en premier lieu les économies d'eau. Ils veulent absolument travailler sur les économies d'eau. Les économies d'eau, ça passe en particulier par l'amélioration du rendement des réseaux de distribution de l'eau. Donc ça, c'est la première action et les agences de l'eau dépensent énormément chaque année pour améliorer ça. Ça passe aussi, ces économies d'eau, par les bonnes pratiques au quotidien dans les foyers. Et ça passe aussi par oui, enfin, non, c'est surtout ça, à mon sens. Ensuite, les économies d'eau, en tous les cas, c'est la politique de l'agence de l'eau de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est d'essayer d'épargner au maximum les usages, les hydrosystèmes de surface. Donc, c'est-à-dire essayer de limiter au maximum les usages, donc prélèvement d'eau ou autres, qui impactent directement les rivières, mais aussi tous les aquifères qui sont directement connectés à la surface. Donc les nappes alluviales dont on parlait en priorité. Donc ça veut dire que pour pouvoir épargner ces hydrosystèmes de surface, ils vont envisager d'aller rechercher des ressources en eau qui sont plus profondes. Donc là, actuellement, l'agence de l'eau travaille avec le BRGM pour identifier, par exemple, donc sur la Provence, des aquifères profonds dans les niveaux calcaires qui seraient le plus possible déconnectés de la surface, donc qui seraient sous la couverture d'autres horizons, d'autres niveaux géologiques, et qui seraient donc du coup préservés un petit peu de ce qui se passe en surface, et qui ferait que si on prélève dans ces aquifères profonds, on va pas venir directement impacter les rivières qui pourraient être connectées. Donc voilà, ça c'est une deuxième action, mais encore une fois, la première chose, enfin vraiment la politique principale, c'est les économies d'eau. Après, on essaye d'aller toucher plus profond. Ensuite, je crois que dans les autres parties de la question, une des réponses, ça pourrait être la diversification des sources d'approvisionnement. En fait, pour sécuriser un petit peu l'approvisionnement en eau d'un territoire, il est indispensable, et c'est ce qu'on voit justement là actuellement avec les problèmes de la Roya, il est indispensable qu'un maximum de linéaires de réseaux de distribution d'eau dépendent de plusieurs sources d'approvisionnement. Dépendre d'une seule source, donc uniquement par exemple de la nappe de la Roya ou uniquement de la rivière de la Vésubie, c'est rendre tout un réseau très vulnérable, et c'est du coup se retrouver confronté à de potentielles grosses coupures d'eau en cas de problème sur ces ressources. Donc une grosse réponse, c'est diversification des sources d'approvisionnement d'un réseau d'eau.
Et je ne sais pas si ça me paraît une réponse très simple, mais en tous les cas, en France, justement, les agences de l'eau euh, répertorient tous les prélèvements, enfin tous les gros prélèvements d'eau qui sont faits sur le territoire, donc par les collectivités pour l'alimentation en eau potable, les prélèvements d'eau qui sont faits pour les industries, les prélèvements d'eau qui sont faits pour l'irrigation, enfin pour les différents usages, que ce soit sur les eaux de surface et les eaux souterraines. Donc voilà, l'agence de l'eau, ça fait de nombreuses années qui font qui relèvent les compteurs, si vous voulez, pour avoir ces quantifications de prélèvements. Donc l'analyse de ces données permet de suivre l'évolution des consommations, que ce soit dans les différents usages, et de voir les impacts des politiques que eux mènent sur ces volumes. Alors sur un territoire, ils vont peut-être faire des politiques qui visent justement à faire des économies d'eau sur l'agriculture en favorisant des pratiques agriculturales qui sont moins consommatrices d'eau. Voilà, donc ils font, enfin, l'agence de l'eau directement ou alors ils sous-traitent à des bureaux d'études ou même des fois au BRGM. Ils font des analyses comme ça régulièrement de l'évolution des consommations et ils mettent ça en parallèle de leurs pratiques, enfin des politiques qu'ils mettent en œuvre sur ces territoires pour voir l'impact que ça a, quoi. Oui, je rajouterais il existe aussi des réseaux de suivi des eaux souterraines au niveau quantitatif. Donc au niveau de l'ensemble de la France, euh, il y a la direction de l'eau et de la biodiversité qui finance un réseau de suivi des niveaux piézométriques. Le BRGM est opérateur dans un certain nombre de départements de ce réseau-là, de manière justement à avoir un suivi régulier des masses d'eau qui normalement sont non impactées par les prélèvements, donc qui représentent vraiment l'état des masses d'eau à un instant T. Et ce réseau existe depuis de nombreuses années et c'est très important parce qu'il permet d'avoir un état originel. Aujourd'hui, on commence vraiment à voir les impacts directs du changement climatique. Si on n'avait pas des données existantes et un suivi justement d'un ensemble de données, ce serait difficile d'évaluer l'impact sans cette donnée de base. Donc, une problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont des données, elles ne sont pas forcément mises en commun, et c'est important aujourd'hui justement de mettre en place des plateformes de croisement d'un ensemble de données de manière justement à avoir une très très bonne vision de cet instant et de ce moment, enfin d'un instant T, et de voir justement l'évolution dans le temps et l'impact potentiel du changement climatique sur cette vision-là. Donc ça, c'est vraiment un des challenges aujourd'hui, c'est d'arriver à mettre à disposition, enfin valider les données, les croiser, aller les moissonner là où elles se trouvent et les mettre à disposition des acteurs du territoire. Et ça, entre autres, c'est un des objectifs de Concerto et de la mise en place de l'observatoire sur lequel travaillaient les équipes. Effectivement, je pense que vous avez introduit la réflexion sur le système d'eau, c'est-à-dire que vous avez touché d'une part la distribution, d'autre part les contrôles des usages, donc et l'évolution des usages, et donc même quand on parle d'eau, on ne peut pas simplement parler de sources, mais il faut aussi parler d'où l'eau va être utilisée. Et probablement, et ça c'est une curiosité de la mienne, c'est-à-dire s'il vous passe, quelquefois dans le BRGM d'aussi vous poser la question de l'assainissement, de l'efficace de l'assainissement, de la dépuration de l'eau. Si vous avez disons, pour conclure tout le tour du cycle de l'eau, si parmi vos compétences, vous avez parfois des missions de contrôle de ces genres sur comment améliorer la dépuration ou bien contrôler l'efficacité des systèmes existants ou faire des projets pour en construire de nouveaux. Est-ce que c'est une compétence que le BRGM touche, c'est là ou c'est hors de votre mission?
Non, le BRGM travaille, alors pas directement sur la compréhension des systèmes d'épuration des eaux, donc sur les stations d'épuration, pas directement là-dessus, mais par contre, on travaille sur des points un peu particuliers d'amélioration des connaissances et d'amélioration des dispositifs de mesure, c'est notamment sur les polluants émergents. Parce que ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il y a justement des lacunes pour l'instant sur la compréhension de l'impact vraiment de ces polluants, parce que c'est des polluants qui génèrent enfin qui sont présents, et ça on le voit de plus en plus, mais avec des concentrations très faibles. Donc il y a d'une part des études qui sont faites pour essayer d'avoir une meilleure idée de l'existence de ces pollutions, mais aussi et surtout au BRGM, on travaille sur améliorer les dispositifs de mesure de ces polluants, parce que comme je disais, donc c'est des concentrations très fines et pour l'instant il existe visiblement peu de dispositifs qui permettent de mesurer ça. Donc il y a cet aspect-là. Après, il y a d'autres types de pollution que la pollution générée par les eaux usées. Il y a aussi les pollutions d'origine agricole. Et ça, le Bergène travaille aussi beaucoup sur les pollutions diffuses. Donc déjà d'une part, on a aidé les services de l'État à mettre en place une méthode de définition de ce qu'on appelle nous des aires d'alimentation de captage, qui permettent en fait justement de délimiter les périmètres des captages qui sont impactés donc délimiter les aires d'alimentation donc sur l'aquifère, hein, et qui permettent donc pour les captages qui sont menacés par des pollutions diffuses donc liées aux activités agricoles, donc de pouvoir réglementer les usages sur les périmètres qui alimentent les captages et pouvoir mieux gérer la qualité de l'eau distribuée. Et puis on travaille aussi de façon générale, enfin il y a pas mal d'études, je crois, qui sont faites au BRGM pour étudier justement l'existence des pollutions diffuses liées aux pesticides. Je sais qu'il y en a eu sur, par exemple, la nappe alluviale du Rhône, où il y a des gros soucis comme ça. Donc, on a travaillé sur le temps de résidence des eaux pour comprendre justement pourquoi tel ou tel niveau aquifère est impacté ou pas par la pollution. Voilà. On travaille aussi sur un certain nombre de développements de traitements tertiaires. Donc là, c'est vraiment justement des traitements fondés sur la nature, hein, alors avec des bassins, avec de la phytorémédiation, de la phytoextraction, de manière justement à affiner et avoir un dernier procédé d'épuration des eaux. Donc, vis-à-vis de l'impact du changement climatique sur les eaux, il y a un sujet sur lequel qui commence vraiment à sortir, qui est la recharge maîtrisée des aquifères, donc par des systèmes d'infiltration. Donc on ne parle pas forcément de recharge directe, hein, ça peut être la remise en fonctionnement de zones d'inondation qui ont été abandonnées pour un moment, ou alors la mise en place directement de bassins, de manière à privilégier une infiltration de l'eau et éviter qu'elle reparte très rapidement à la mer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a parlé des phénomènes extrêmes. Globalement, l'impact de ces modifications de régime de pluie, il accélère le cycle de l'eau. L'eau, une fois qu'elle tombe au sol, elle repart, comme ce sont des précipitations beaucoup plus vives sur des temps beaucoup plus courts, elle repart beaucoup plus vite au sein des rivières et à la mer. Donc aujourd'hui, un des objectifs, justement, c'est de ralentir ce flux d'eau et permettre à l'eau qu'elle s'infiltre et qu'elle aille se stocker là où c'est pour nous le meilleur stockage possible, ce sont les aquifères, ce sont les eaux souterraines. Donc il y a tout un travail qui est réalisé, et des travaux de recherche actuellement, de manière justement à mettre en place des systèmes de gestion maîtrisée de la recharge, de manière à promouvoir une réinfiltration de ces eaux et à ralentir de l'eau. Oui, tu me fais souvenir que aussi dans la Convention des Alpes, hein, le groupe travaille sur l'eau, qui maintenant, dans cette période, a suspendu cette activité, mais qu'il a été actif jusqu'à l'année passée, a aussi émis des indications sur ce besoin de multiplier le petit barrage dans les zones de montagne pour répondre
avec efficacité à ce besoin de ralentir la violence des crues et de permettre pendant les sécheresses d'avoir une alimentation qui puisse soutenir au moins les écosystèmes avant qu'ils se compromettent trop à cause de la sécheresse. Et sur ça, je pense que effectivement, pour ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya, serait peut-être ambitieux, audace, mais peut-être sage, mener une réflexion dans ce sens, car le territoire a été tellement bouleversé par l'impact de cette tempête que probablement imaginer une réorganisation dans ce sens et avec cette perspective de sauvegarde des ressources en eau et de protection par les crues majeures, c'est peut-être une de territoires qui est destiné à être objet de plein d'œuvres de réhabilitation et pourquoi pas alors faire une réflexion pour introduire dans cette reconstruction aussi des aspects comme toi, tu viens d'évoquer tout à l'heure. Bon, voilà. Sur des phénomènes extrêmes tels qu'Alex, c'est pas possible. Ça demanderait vraiment. Tu peux pas gérer une telle pluviométrie sur un temps aussi court. En plus sur un vallon qui la surface n'est pas énorme. Donc c'est vrai qu'en termes d'adaptation et de gestion des eaux de surface, tu es très contraint par le territoire et par vraiment les dimensions du territoire, hein, par les pentes évidemment. La morphologie de la vallée est aussi impactante parce que tu as des accélérations très fortes avec ces pentes. Enfin, bon, c'est un tout. Et c'est vrai que cette vision-là, elle est compliquée quand même. Mais par contre, sur un phénomène plus routinier, c'est des choses sur lesquelles il faut penser, mais plus sur des flux normaux et pas vraiment extrêmes tels qu'on l'a vu avec la tempête Alex. Oui, mais la chose que je disais, c'est qu'il est tellement bouleversé les territoires maintenant qu'il faut faire des œuvres. Mm-hmm. Alors, si on va faire des œuvres, on peut peut-être considérer de le faire même dans cette perspective. Je sais qu'avec Alex, c'était rien faire, c'était Attila. Non, mais il faut l'intégrer, il faut l'intégrer dans la réflexion, ça c'est sûr. Marie, qu'est-ce que tu... Oui. Ouais, juste pour rebondir, Rolando, tu parlais peut-être implanter des petits barrages sur les cours d'eau. Attention quand même, en tous les cas en France, les barrages, c'est pas du tout quelque chose qui est promu. L'agence de l'eau, justement, ils veulent tout faire pour enlever le plus de seuil sur les rivières. Par contre, effectivement, travailler sur le stockage de l'eau pour justement stocker l'eau qui est en abondance pendant l'hiver pour pouvoir l'utiliser en été, ça oui, mais ça se fait donc non pas au travers de barrages donc sur les cours d'eau, mais c'est plutôt l'idée c'est plutôt de les faire sous forme de réserves qui sont complètement externes au lit du cours d'eau et du coup qui sont plus vulnérables aux crues et qui permettent de stocker l'eau sans impacter le cours normal d'une rivière, quoi. Oui, la continuité écologique est très importante. On n'a pas parlé de la valeur écosystémique, mais c'est des choses justement au niveau socio-économique. C'est une des problématiques et c'est probablement ce qui manque aujourd'hui. Ça commence à venir, hein, mais cet aspect socio-économique dans l'évaluation des bénéfices écosystémiques, c'est pas un automatisme dans les réflexions et c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en valeur et sur lequel il faut travailler vis-à-vis de la ressource en eau. Alors, quelle information considérez-vous pertinente pour une évaluation de la vulnérabilité pour la partie française du bassin de la Roya, mais comme toujours en général, dans l'intérêt de la sauvegarde des dimensions sociales et économiques du territoire contre les impacts du changement climatique, tels que la rareté de l'eau et l'instabilité hydrogéologique. En ce qui concerne les dimensions économiques et sociales, existe-t-il des outils d'analyse des politiques d'adaptation qui traitent des impacts du changement climatique et des secteurs concernés? Pouvez-vous donner des exemples d'études d'analyse d'outils et de politiques mesures? Je pense que vous avez déjà répondu en partie dans votre intervention précédente, mais à vous la parole.
Donc sur l'aspect vulnérabilité, je reprendrai ce que je disais tout à l'heure, où pour évaluer la vulnérabilité d'un territoire au changement climatique, donc pour ce qui est de la ressource en eau, un des angles d'attaque, c'est de pouvoir connaître le linéaire des réseaux de distribution de l'eau actuels qui dépendent d'une unique source d'approvisionnement. Ça, c'est de connaître ce linéaire-là et du coup de connaître le nombre de personnes concernées et les volumes d'eau concernés. Ça permet donc d'identifier donc les zones les plus vulnérables et de travailler à la diversification de l'approvisionnement sur ces linéaires-là. Alors, est-ce qu'il existe des outils? Oui, il en existe. En tous les cas, côté Bergem, on a un service d'études, un service qui permet d'évaluer l'impact économique de mesures environnementales ou de politiques environnementales qui sont prises. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, les agences de l'eau nous ont déjà sollicité pour évaluer l'impact économique de la mise en œuvre d'une nouvelle politique, par exemple d'économie d'eau, une politique de modification des pratiques culturales et de voir l'impact sur les pollutions. Et voilà. Et il existe des gens, des scientifiques, donc il y en a au Bergem, il y en a sans doute ailleurs, peut-être au CNRS. Il existe des gens qui travaillent précisément à évaluer l'impact économique de telle ou telle mesure politique dans le domaine environnemental. Donc ça, c'est des choses qui existent et des outils qui sont développés. Donc moi, je pourrais pas vous parler de vraiment comment fonctionnent ces évaluations et comment fonctionnent ces outils, mais c'est des choses qui se font, qui sont développées et sur lesquelles des gens travaillent. Oui, moi je pourrais pas rajouter grand-chose de plus, hein. Marie a tout dit. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, quand on nous commande des études, cet aspect économique et social doit être abordé et on doit réaliser une évaluation justement de l'impact de cet impact économique et social. Donc, et on a une branche du BRGM qui est basée à Montpellier avec un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur ces études spécifiques. Et la question de la diversification par rapport à une vulnérabilité de la ressource, je crois que c'est vraiment très important. Marie l'a bien souligné. C'est important d'un point de vue quantitatif, mais aussi qualitatif. Il faut imaginer que quand on s'approvisionne dans une nappe alluviale, comme je le disais au début de l'entretien, il y a des réactions assez rapides à la recharge, mais également il y a une vulnérabilité qui est assez forte à des pollutions accidentelles qui peuvent avoir lieu dans le bassin. Donc c'est vrai que multiplier et diversifier l'origine de son alimentation en eau est vraiment important. Et je rebondirai aussi sur l'aspect d'observatoire dont on a parlé sur les réseaux d'observation. On peut aussi travailler sur la mise en place de réseaux d'alerte et au travers justement du partage de connaissances. Et ça, c'est lié au changement climatique par le fait que les phénomènes extrêmes au niveau pluviométrie, ça génère énormément de mouvements gravitaires qui risquent d'impacter du coup l'ensemble de la qualité de l'eau d'amont en aval. Tous les glissements de terrain, tout ce qui s'est observé avec l'événement Alex, on a bien vu que ça a impacté la qualité de l'eau en termes de turbidité, mais ça peut l'impacter aussi avec la destruction des stations de traitement de l'eau, les carcasses de véhicules qu'on retrouve dans le cours d'eau qui va du coup déverser ce qu'il y a comme hydrocarbures, huile, etc. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en considération aussi et qui sont un impact secondaire, mais c'est un impact du changement climatique. Et je pense à un autre impact aussi, c'est le risque incendie. Alors ça concerne du coup plutôt les périodes de sécheresse, mais en tous les cas en Corse, nous on pas. Et du coup, en Corse, on a eu un problème un été sur une conduite d'eau
qui a été brûlée et qui a du coup été percée par un incendie. Donc finalement, l'approvisionnement en eau peut aussi être vulnérable à la fréquence des incendies. Et pour l'aspect diversification de la ressource en eau, c'est vrai que là, on l'a surtout présenté sous le fait qu'il peut y avoir par exemple, la nappe de la Roya alimente des secteurs importants, donc vraiment des populations importantes, et donc a priori il y a des linéaires de réseau qui sont fortement concernés par ça. C'est pour ça qu'on parle de diversification, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des populations assez importantes qui ne dépendent que d'une seule source d'approvisionnement. Mais il existe aussi, et finalement ça concerne pas mal le territoire de la Roya, dans le milieu montagneux, dans la partie montagneuse, on a pour le coup là des populations qui sont beaucoup plus réduites, c'est des petits villages, on peut parler que d'une centaine d'habitants, mais c'est pareil, ces secteurs-là, eux vont généralement dépendre d'une alimentation très locale, ça va être des sources, des petites sources de montagne, des forages qui ont été faits en complément parce qu'initialement en fait c'était les sources qui étaient à l'origine de l'implantation des villages. Et le problème de sécheresse et l'impact du changement climatique, ça va aussi impacter ces petites sources d'approvisionnement. Et malgré le fait qu'un village puisse dépendre, par exemple, de plusieurs sources, le débit de ces sources va diminuer. Et enfin, c'est un impact que j'ai clairement vu encore, c'est le débit d'étiage des sources diminue et l'alimentation en eau de ces villages n'est plus assurée. Donc ça peut aussi concerner des populations très réduites, mais qui sont vraiment très contraintes par leur territoire et sur lesquelles on ne va pas pouvoir tirer une conduite depuis 26 000 jusque là-haut. Donc, le problème de diversification de la ressource, ça touche aussi des tout petits territoires, des toutes petites populations, mais sur de multiples endroits, quoi.